on va se lancer tout de suite dans la chronique Voyage au cœur de l'histoire avec Jean-Philippe Croteau. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et toi? En pleine forme. Génial. Aujourd'hui, tu voulais nous présenter le sujet de la prohibition au Canada. Pourquoi est-ce qu'on voulait s'intéresser à cela pour aujourd'hui? Souvent, je cherche un prétexte pour aborder un sujet, puis comme on sort du Festival du Voyageur, où on a bien mangé, bien bu, on a écouté de la musique... Ouais. Bien, on pourrait parler un peu de ce rapport particulier avec l'alcool, notamment en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Il y a des gens qui ont décidé que on devrait interdire l'alcool. Que l'alcool, c'était pas bon et qu'il en fallait pas. Que ça causait des comportements qu'on jugeait inappropriés. Voilà, et que c'était une menace pour la société. Que finalement, la plupart des problèmes sociaux étaient liés à l'alcool. Donc, en éliminant l'alcool, on élimine les problèmes sociaux. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Donc, plongeons un petit peu dans l'explication de comment qu'il y a eu certaines personnes qui ont songé à abolir l'alcool. En fait, l'idée de la prohibition vient surtout à la fin du 19e siècle avec l'industrialisation, l'urbanisation. Il y a une population ouvrière qui s'entasse dans les villes. À l'époque, il n'y a pas de programme ou de services sociaux. Ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont exploités. Ils vivent dans des quartiers insalubres. Il n'y a pas d'hygiène, beaucoup d'épidémies, il y a évidemment de la criminalité, de la prostitution, tout ça. Et donc, les élites s'inquiètent, notamment la bourgeoisie, et ils veulent trouver un moyen de mettre fin à ce qui leur apparaît comme la décadence de la société. On a des mouvements de femmes qu'on appelle des mouvements de tempérance qui considèrent que la cause de tout ça, c'est au sein de la classe ouvrière, on boit trop. C'est l'alcool qui est un fléau, qui est la mère de tous les problèmes sociaux dont j'ai nommé, notamment le père de famille qui travaille à l'usine, qui boit tout son salaire en alcool, puis qui laisse finalement sa femme et ses enfants mourir de faim. Donc, la bourgeoisie, qui a des grands préjugés envers la classe ouvrière, propose de régler cette question-là, notamment à travers les mouvements de tempérance à la fin du 19e siècle, en interdisant littéralement l'alcool. Bannir l'alcool complètement, ça va sauver la société. D'accord. Alors, quelles ont été les premières lois sur le contrôle? Donc, ça commence avant, en fait. Donc, le mouvement de prohibition est très ancien, mais c'est au 19e siècle qu'il va devenir vraiment un courant d'opinion publique au sein de la bourgeoisie. Donc, l'une des premières lois, c'est l'acte Duncan au Canada uni. Donc, ça, c'était le Québec et l'Ontario. En 1864, qui permet aux municipalités de légiférer sur l'interdiction de l'alcool. Donc, on voit le gouvernement veut pas trop toucher à ça, donc il donne la responsabilité aux villes. D'accord. En 1878, on a la loi Scott qui étend aux provinces de la Confédération, donc c'est après la Confédération, le pouvoir de légiférer sur l'alcool. Et on introduit une clause qui vise à faciliter l'interdiction de l'alcool. Et cette clause-là, c'est que s'il y a 25% des électeurs qui font la demande, il peut avoir un référendum. Et là, la ville est obligée de tenir un référendum parce que c'est pas toutes les villes qui sont en faveur de la prohibition, mais ça donnait un pouvoir à une minorité de citoyens de demander au moins le référendum pour interdire l'alcool. Mais ça, c'est très insatisfaisant pour les mouvements de tempérance parce qu'il y a des villes qui adoptent des lois, des règlements municipaux sur la prohibition, et il y a d'autres villes qui veulent pas en entendre parler. Ouais. Et donc, les mouvements de tempérance veulent uniformiser la législation, et donc, ils demandent au gouvernement fédéral de Wilfrid Laurier d'intervenir en 1898. Oh boy! Alors, ça veut dire le contrôle sur tout. Et donc, on voulait quand même parler de ce qu'était aussi le plébiscite pan-canadien. Voilà. Le gouvernement Laurier est pas trop chaud à l'idée de la prohibition parce qu'il sait bien qu'il y a des gens qui sont très en faveur, mais il y a des gens qui sont contre la prohibition, donc l'interdiction de l'alcool. Donc, c'est un habile politicien. Il va organiser le premier référendum ou plébiscite pan-canadien. C'est en 1898 où les électeurs doivent se prononcer sur oui ou non la prohibition.
Et donc, c'est un peu décevant. Le taux de participation est 44%. Ouh. Donc, pas très élevé, même pour les Non. barèmes de l'époque. Et le soutien à la prohibition est 51%. Ça passe vraiment juste. Et une des raisons pour ça, c'est qu'il y a une province qui vote à 80% contre la prohibition, c'est le Québec. Et donc, l'Ontario, c'est 57%. Et bon, pour les Manitobains qui veulent savoir comment a performé leur province, ben, c'est 80%. La Nouvelle-Écosse, 87%. Et la palme de la réussite, c'est l'île du Prince-Édouard, 89% pour la prohibition. Wow! D'accord. OK, quand même élevé. Alors, pourquoi la prohibition a-t-elle eu si peu de succès? Donc, le problème, c'est un peu le régime de la fédération, parce que la question de l'alcool est partagée entre le gouvernement du gouvernement fédéral et celui des provinces. Donc, pour le commerce, pour la fabrication de l'alcool, ça relève du gouvernement fédéral. Et pour la vente et la consommation des gouvernements provinciaux. Donc, le gouvernement Wilfrid Laurier voulait pas prendre de risques politiques. Donc, il a dit essentiellement aux provinces, à vous de faire des lois sur la prohibition, moi je m'en mêle pas. Et donc, au Canada, essentiellement, dans la plupart des provinces, on pouvait produire de l'alcool et l'exporter à des fins commerciales, mais on ne pouvait pas la boire localement. Et donc, c'est les provinces qui devaient s'assurer qu'il n'y ait pas de lieu où on pouvait le boire. Mais très rapidement, il y a vraiment beaucoup de contradictions. On veut interdire l'alcool aux particuliers, mais on veut pas nuire au commerce de l'alcool, comme par exemple les brasseries, les distilleries, tout ça. Et donc, on permet la production et l'exportation de l'alcool et on essaie d'interdire la consommation locale. Mais bon, Ouais, bonne chance. mais on crée aussi des petites exceptions. Donc, par exemple, dans le monde des sciences, on a besoin d'alcool pour faire des expérimentations. C'est vrai, oui. C'était toléré. Dans le monde des arts, lorsqu'il y a des réceptions, bien, on tolérait l'alcool. Les prêtres, pour le vin de messe, faut tolérer l'alcool. Et à l'époque, ça c'est assez particulier, l'alcool était considéré comme ayant des vertus médicinales. Donc les médecins pouvaient prescrire l'alcool. Et donc c'était permis. Ils faisaient beaucoup d'argent avec ça. Ouais. Et on raconte que à la veille de Noël, il y avait plein de gens qui soudainement étaient malades et qui faisaient la file devant le bureau du médecin pour obtenir une prescription pour prendre l'alcool. C'est un peu douteux la veille de Noël, mais bon. Ça dit beaucoup par rapport Oui, ça dit beaucoup. à nous. Donc, il y avait drôle. tellement de contradictions que c'était impossible à appliquer. Ouais. Ben, parlons justement des conséquences de la prohibition au Canada. Parce que j'imagine, évidemment, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Les gens ont voulu avoir leur alcool finalement. Oui, en fait, si on regarde aux États-Unis, la prohibition, ça a duré de 1920 à 1933 et c'était extrêmement rigide. C'est la consommation, la vente, la production, tout était interdit. Au Canada, essentiellement, ça a duré à peu près de 1916, 1917 à 1923, sauf dans une province, le Québec, on va y revenir. Mais essentiellement, ce que ça va créer, ça va créer un marché noir, ça va créer de la contrebande, un crime organisé, pas aussi florissant qu'aux États-Unis, mais quand même, il y a des gens qui vont faire fortune et plus tard, ils vont devenir de respectables industriels, mais ils ont commencé leur fortune avec la contrebande. Il va y avoir un tourisme d'alcool, notamment des États-Unis, pour aller au Canada. Notamment, les gens de Détroit vont à Windsor pour prendre un petit coup, mais surtout Montréal. Montréal, c'est une ville comme on appelait à l'époque qui est humide, qui est wet, c'est-à-dire à l'opposé d'une ville dry qui est pas sec. Et donc ça c'est un âge d'or pour Montréal. Il va y avoir des bars, des cabarets. Il y a beaucoup de musiciens de jazz de Chicago et de New York qui viennent se produire sur la scène montréalaise dans ce qu'on appelait à l'époque le Red Light. C'est la rue Saint-Laurent. Et là, évidemment, il va y avoir des tripots, des maisons de jeu, des bars, des maisons closes. C'est vraiment une période très effervescente
pour Montréal. Et bon, on écoutera plus tard, mais il y a une chanson qui a été composée par des Américains qui s'appelle Goodbye Broadway, Hello Montreal. Ah, ben oui, hein. Et puis, quel est le modèle québécois dans tout ça? Donc c'est ça. Donc, en 1919, il y a un référendum sur la prohibition dans la province de Québec et 78% des électeurs votent contre. Le gouvernement Gouin adopte une loi sur la prohibition, mais très modérée. On tolérait l'alcool pourvu que ça soit en bas de 2,5%. D'alcool. Et la loi sur la prohibition va durer 3 mois. Oh boy! Et donc, c'est aboli. Et 2 ans plus tard, c'est le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau qui va créer la Commission des liqueurs en 1921, qui va devenir plus tard la Société des alcools du Québec. Donc, c'est quoi essentiellement? Le gouvernement du Québec crée des bureaux gouvernementaux qui s'assurent de vendre l'alcool. Donc, le gouvernement a le contrôle sur les ventes, évidemment, sur les prix. Et donc, dans ces bureaux gouvernementaux-là, on retrouve le vin et les spiritueux. Donc, l'alcool fort, mais on tolère la vente de bière dans les épiceries. C'est ça, le compromis. Le but, c'est extrêmement moral à l'époque. C'est que le gouvernement veut contrôler l'accès à l'alcool pour éduquer la population, pour amener les gens à moins boire et pour diminuer le coût social de l'alcool dans la société. Finalement, le gouvernement du Québec va avoir d'énormes avantages avec la Commission des liqueurs. Ben oui, les gens se rendent au magasin, ils font une fortune. Et l'argent tombe dans les mains du gouvernement. Voilà. Le gouvernement peut engranger des revenus. Ouais. À l'époque, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Hein. Donc, le gouvernement n'a pas beaucoup de sources de revenus. Donc, la Commission des liqueurs va devenir très important. Et tout de suite après, les provinces anglophones, les unes après les autres, vont adopter ce modèle-là de manière souvent plus rigide avec des bureaux gouvernementaux pour la bière et pour les spiritueux et le vin. Le Manitoba va adopter ce modèle-là en 1923. Donc, donc, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Hein. À partir de 1923, il n'y a plus aucune province qui maintient la prohibition, sauf une. Oh. C'est la première. L'île du Prince-Édouard a adopté sa première loi en 1901, alors que les autres provinces, ça va être pendant la Première Guerre mondiale, et la prohibition va être abolie dans l'île du Prince-Édouard en 1948. Wow! Donc, les gens de l'île du Prince-Édouard étaient des irréductibles. Ils étaient restés dry. 50 ans. Wow! Tu sais, les gens qui font comme un dry January ou un dry peu importe quel mois ou un an, eux, ils ont fait un dry 50 years. Oui, 50 ans. Oui, quand même, hey, quand même, vraiment. Il faut y croire. Ben oui. J'imagine qu'il y a quand même des leçons à tirer aussi par rapport à tout ça, de la prohibition au Canada. Ben, ce qui est intéressant, c'est la réponse de l'État à la question de la prohibition et l'idée d'une commission des liqueurs, puis ensuite des bureaux gouvernementaux. C'est dans le fond, les gouvernements se sont rendus compte qu'il valait mieux encadrer qu'interdire. Et donc, dans une démocratie, il y a toujours ceux qui veulent limiter la liberté individuelle pour des raisons de moralité. Et il y a ceux qui, au contraire, veulent maximiser la liberté individuelle, peu importe le coût social. La responsabilité relève de l'individu. Et dans ce cas-ci, on voit que le Canada a adopté une approche plutôt modérée, donc encadrée, mais non pas interdire. Et l'État agit en quelque sorte sous forme en tant que médiateur. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, chaque province encore a le contrôle sur la commission de liqueurs. Je crois que l'Alberta est l'exception. Je crois qu'en Alberta, c'est privé. C'est vrai. Je pense. Raison. Mais sinon, c'est un modèle. Donc le Québec commence en 1921, puis je pense en 1923. Je crois que l'Ontario, elle a aboli la prohibition en 1927
Et après ça, c'est l'île du Prince-Édouard, mais ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait très rapidement. Et donc, finalement, la prohibition, elle a duré peut-être 7 ans au Canada, mais aux États-Unis, c'est le double. C'était c'était 13 ans, et ils vont même faire un amendement constitutionnel pour que ça soit inscrit dans la Constitution, pour que l'alcool soit interdit. Et c'était dans la Constitution américaine. Wow. C'est quand même quelque chose. Je parlais avec un de nos bénévoles, Henri Dupuis, tantôt pour... je lui racontais ce qui s'en venait à l'émission, puis je l'avais mentionné, le thème de notre chronique aujourd'hui. Puis il me disait que lui, il avait visité... au Manitoba, je pense qu'il y a une région, un endroit à Winkler, mais aussi au Whiteshell, où tu as des tunnels sous terre où il y avait eu, tu sais, les contrebandes, l'échange en secret de l'alcool, puis que ça avait même aussi attiré certains Américains qui venaient chercher de l'alcool puis les ramenaient. Oui, puis Windsor, Détroit, c'était un lieu de contrebande, ainsi que dans les maritimes, là, dans l'Atlantique, ça se faisait par bateau. Mais je sais que si on va dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, pas loin de la frontière américaine, on trouve encore des caches, donc des genres d'entrepôts souterrains où on cachait l'alcool. Des barils. Oui, et c'était impossible à surveiller la frontière, donc on pouvait... il y a beaucoup de petits agriculteurs qui ont fait fortune avec la contrebande. C'était une source de revenus assez importante. Voilà. Tantôt, tu mentionnais justement des musiciens qui avaient une chanson Goodbye... Goodbye Broadway, Hello Montreal. Hello Montreal. Ben, on va écouter ça. Ça rentre en plein thème de la chronique aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ta chronique au voyage au cœur de l'histoire. Je l'ai presque eu. On se voit encore dans 2 semaines. Exactement. Génial. Merci beaucoup.